Bonjour, je suis Aude Guiraud, globe-trotteuse et professeure en tourisme. Cette semaine, je viens vous parler de comment faire sa valise. Alors déjà avec soi, c'est son bagage à main qu'on peut prendre et le bagage à main, depuis le 11 septembre, les réglementations sont pas mal strictes et ont pas mal changé aussi. Alors il faut savoir que le nombre des bagages à main dépendent de la compagnie aérienne avec laquelle vous volez. Ça dépend aussi de votre destination, si c'est une destination à l'interne, donc au Canada, ou si c'est une destination vers l'Asie, vers l'Europe, tout ça, c'est vraiment des points importants parce que ça change le poids, le nombre, ce qu'on peut apporter ou non. Ça dépend aussi si vous prenez un vol régulier, comme Air Canada, Air France, ou si vous prenez un vol nolisé, qu'on appelle, comme Air Transat. Par exemple, en bagage à main, Air Canada autorise une petite valise avec des dimensions standards et un petit article aussi en plus de ça, comme un manteau ou un sac à main pour une femme par exemple. Il faut faire attention à ne pas prendre sa trousse de toilette avec soi, mais ne prendre que les éléments nécessaires à sa survie, si on peut dire, pendant le vol. Les produits ne sont pas tous autorisés. Il faut que ce soit des produits de 100 ml et moins et que ça puisse rentrer dans un petit ziploc de 1 litre maximum. Ça, c'est la première règle. Alors, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas de produits dangereux, mais il y a quelques diphtongues. Alors, on peut prendre son fer à friser, par exemple, avec soi sans aucun problème. Ça aussi, ça dépend des compagnies aériennes. Donc, validez avant avec votre agent de voyage ou directement sur les sites internet des compagnies aériennes. Alors pour les bouteilles d'eau, achetez-les après avoir passé le contrôle de sécurité, juste avant votre port d'embarquement, parce que non, on ne peut pas passer des bouteilles d'eau, petites, moyennes ou grandes, au contrôle de sécurité. Et pour vous les fumeurs, vous pouvez prendre votre briquet, mais il ne doit pas être dans votre bagage à main, il doit rester sur vous, dans vos poches tout simplement. Alors dans les bagages de soute, on peut enregistrer à peu près tout ce qu'on veut comme matériel, tant que ce n'est pas du matériel dangereux. Donc vous pouvez mettre vos bouteilles, par exemple si vous voulez des bouteilles d'alcool, vous ne pouvez pas les transporter en bagage à main, mais vous pouvez bien les envelopper et les mettre dans votre bagage enregistré. Vous pouvez même apporter avec vous vos vélos, vos instruments de musique, vos instruments de camping, vos instruments de sport. Si vous allez faire, je sais pas moi, de la planche à voile, du golf, etc. Ça, c'est faisable aussi de les mettre en bagage enregistré. Je le répète aussi, ça dépend de la compagnie aérienne et de votre destination. Avant de commencer sa valise, moi je vous conseille de contacter votre agent de voyage ou d'aller sur le site internet de votre compagnie aérienne pour savoir le poids autorisé de votre valise. Le poids pour les valises enregistrées, j'entends, pour les valises en soute. Après, vous avez le choix de soit prendre une valise, soit prendre un sac à dos. Si vous restez longtemps sur place, que vous prenez juste un seul vol, peut-être même avec une correspondance, c'est plus judicieux ou c'est plus efficace de prendre une valise, tout simplement, une valise de voyage où vous pouvez mettre vos habits à plat pour pas trop les froisser non plus. Les compagnies aériennes, la majorité, prennent jusqu'à 32 kg de bagages enregistrés. C'est l'exemple de Air Canada. Donc une valise, c'est parfait. Ça rentre dans les normes et dans les poids. Par contre, si vous planifiez de barouder un peu, changer beaucoup d'endroits sur place, prendre beaucoup de transferts différents, optez plus pour un sac à dos. C'est plus pratique. N'oubliez pas que pour un sac à dos, ça dépend de votre poids à vous. Donc il faut qu'il soit maximum 20% de votre poids pour pouvoir le porter aisément, sinon ça risque d'être très très lourd. Les sacs à dos aussi, c'est pratique pour le transport. Par contre, pour chercher ce qu'on veut mettre le lendemain, etc., ce n'est pas extrêmement pratique. Je vous conseille de rouler vos affaires ou de vraiment bien les ranger pour que ça crée plus de place, que vous ayez plus de choses à emmener ou à ramener de vos voyages. Alors pour conclure, je vous inviterai à contacter votre agent de voyage ou aller surfer sur les sites internet de la compagnie aérienne que vous utiliserez et aussi de vous renseigner sur les douanes des pays que vous allez visiter pour vous éviter de mauvaises surprises.
Des sushis, ça peut sembler compliqué, mais on n'est pas obligé de se compliquer la vie pour rien. Les sushis que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des sushis qui sont extra rapides. La raison est qu'on ne va pas mettre de riz à l'intérieur. Donc, faire le riz, souvent, c'est l'étape qui nous tente moins quand on essaie de faire des sushis. On n'est juste pas obligé d'en mettre. Donc, on prend une feuille de nori. Les feuilles de nori, vous allez les trouver dans tous les magasins asiatiques à Montréal et même dans les épiceries conventionnelles maintenant. Donc, il y a toujours un côté luisant et un côté moins luisant. On met le côté luisant vers l'extérieur. Et puis, on va faire aujourd'hui des sushis avec tofu et avocat. Donc, tofu, avocat. J'ai même pas fait cuire le tofu. Donc, c'est un tofu cru que j'ai mis à mariner dans une sauce tamari avec un petit peu de sirop d'érable et gingembre. Donc, je l'ai juste fait mariner toute la nuit. Et puis là, je vais juste prendre des cubes de tofu. Donc, tofu, en gros cubes, c'est bien. On va mettre des avocats aussi. Ça pourrait être des patates douces que vous avez fait cuire à la vapeur. Ça pourrait être des mangues. Ça pourrait être ce que vous voulez finalement, de ce que vous avez dans votre frigo. Ça va être super en sandwich pour le bureau ou aussi pour faire des petites bouchées pour une entrée. Donc, c'est tout. Il y a quelque chose d'assez pratique comme le petit tapis de bambou ici qui peut être bien le fun à utiliser. C'est loin d'être nécessaire, mais ça se vend dans les magasins asiatiques. Je pense que c'est 2 $. Puis ça peut vous faciliter la vie si vous n'êtes pas trop habitué de rouler des sushis en général. On met toujours la garniture près de la base. Je vais mettre du gingembre aussi. Donc, du gingembre blanc que j'achète dans les magasins d'aliments naturels. Je vais en mettre juste un petit peu, c'est un peu pour assaisonner. Je trouve ça bon à l'intérieur. Donc, je vais en mettre un petit peu. Donc, il n'y a pas de colorant ni d'additif dans le sushi, dans le gingembre blanc comme celui-ci. Donc, maintenant, c'est le temps de rouler. Vous allez prendre vos 2 pouces, vos doigts, vous les laissez libres pour être capable de venir tenir votre garniture et puis vous allez venir tourner la feuille par-dessus. On s'entend que ça va faire des sushis carrés parce que mon tofu était carré ou rectangle. Et là, on va continuer à rouler. C'est tout. Vers la fin, pour être sûr de bien sceller l'algue, pour être sûr que ça colle, je viens prendre un peu de jus. Ça pourrait être un petit bol d'eau, ça pourrait être un petit bol de vinaigre, ça pourrait être aussi la sauce tamari. Donc, je vais venir m'assurer que mon rouleau va bien coller ensemble. Je serre bien. Voilà, ça vous donne le rouleau sushi carré. On va venir le couper. Ça vous prend un couteau coupant pour faire des belles coupes de sushi. Donc voilà, ça vous fait un rouleau. Vous pouvez l'apporter au bureau comme ça, puis le manger comme une sandwich comme ça, si vous voulez le présenter de façon à faire des petites bouchées qu'on prend avec les doigts. Ça vous prend un couteau coupant parce que sinon l'algue nori elle a tendance à déchirer. Puis on vient découper comme ça. Donc voilà, ça fait des petites bouchées de sushi qu'on peut présenter aussi vraiment comme à la japonaise. Je sais que je vous le dis souvent, mais c'est très simple à réaliser. Les algues nori, on veut en manger. C'est super pour la santé, c'est plein de minéraux, plein d'oligo-éléments. Les sushis, on aime ça. Donc, gênez-vous pas, mettez ce que vous voulez à l'intérieur, servez-vous-en comme sandwich, comme entrée. Ça se présente très bien et bon appétit! Bonjour, mon nom est Sylvain Perron. Cette semaine, je vais vous parler de bâtiment vert. En fait, il y a une manière simple de savoir si un bâtiment vert ou non. Tout d'abord, il y a les certifications. Évidemment, il y a la certification Nouveau Climat qui est décernée par l'Agence de l'efficacité énergétique. Une certification Nouveau Climat permet en fait de savoir qu'il y a une économie d'énergie qui se fait à l'intérieur du bâtiment. En fait, ça prouve que qu'il y a une réduction en fait de 25% de l'électricité qui est utilisée. Il y a aussi en fait la certification LEED. En fait, LEED, c'est pour Leadership in Energy and Environmental Design. En fait, il y a plusieurs grades de certification LEED. Il y a évidemment le niveau certifié, le niveau argent, or et platine, tout dépendant évidemment du nombre de points cumulés. En fait, la certification sert surtout à prouver en fait que ce bâtiment-là est plus vert que les autres.
Si on parle des avantages de la certification LEED, évidemment, on peut penser à la santé des occupants. La santé des occupants est évidemment directement reliée à fond à la consommation électrique, évidemment, mais aussi surtout à la consommation de l'eau, la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment et simplement la manière d'aérer le bâtiment. Donc, on va surtout retrouver les certifications LEED au niveau industriel, commercial, mais aussi, évidemment, on peut penser aussi au niveau industriel. Au niveau aussi des avantages pour le bâtiment vert, on peut penser aussi à un toit vert. En fait, le toit vert va permettre, en fait, non seulement d'avoir une meilleure efficacité énergétique au niveau du toit, mais surtout, en fait, quoi de plus agréable de prendre une bière, en fait, sur un toit. Donc, c'est vraiment aussi l'aspect social et surtout l'aspect, en fait, l'eau de chaleur aussi, évidemment, lorsqu'on habite à Montréal ou quelque part ailleurs, en fait. C'est très important de s'assurer, en fait, que le toit vert, en tant que tel, n'absorbera pas nécessairement la même énergie qu'un toit fait en goudron noir. Il y a aussi les toits blancs, en fait, qui vont surtout s'assurer, en fait, de bien refléter le soleil pour bien s'assurer de ne pas avoir d'îlot de chaleur au niveau du toit. Évidemment, pour rendre votre maison plus verte, vous pouvez aussi faire d'autres choses. Par exemple, on peut faire également de l'agriculture urbaine qui permet, en fait, d'utiliser le balcon ou encore votre toit pour faire de l'agriculture sur le toit. Ça peut permettre, évidemment, une consommation directe, en fait, des produits servis, mais ça peut, évidemment, rapprocher, en fait, votre enfant là, de la nature, en fait. Il ne faut pas penser, évidemment, que les pommes ou encore que le porc vient directement de l'épicerie. Il vient aussi d'un éleveur et, évidemment, d'un agriculteur aussi. Donc, il faut toujours prendre en considération que l'éducation relative, en fait, à l'agriculture urbaine est toujours très importante lorsqu'on parle d'un bâtiment aussi qui est à l'intérieur de ça. Aussi, dans un bâtiment vert, on peut également prendre en considération la gestion de l'eau pluviale. Évidemment, lorsqu'il y a de l'eau, en fait, qui coule sur votre toit, on peut utiliser cette eau-là à travers des barils d'eau ou encore à travers l'eau qu'on peut utiliser simplement dans notre toilette. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui permettent, en fait, de rediriger l'eau vers votre toilette ou encore vers des endroits où on pourrait utiliser l'eau. Évidemment, l'utilisation du baril d'eau sert surtout dans les cas de jardins d'agriculture urbaine ou encore pour simplement arroser vos plates-bandes, en fait, lorsqu'il manque un peu d'eau, surtout durant l'été. Mais lorsqu'on parle de bâtiments verts, évidemment, on parle surtout d'économie d'énergie. C'est surtout là qu'on va aller chercher tous les bénéfices financiers, en fait, relatifs à un bâtiment vert. Si on parle, par exemple, d'un bâtiment vert certifié, avec un certifié LEED, par exemple, on peut facilement s'attendre à une réduction de 30 à 40 de vos factures d'électrique, simplement reliées à l'économie d'énergie reliée au chauffage ou encore à la consommation de l'eau. Évidemment aussi, il faut prendre en considération tous les électroménagers là-dedans, mais tous les bénéfices, en fait, reliés à un bâtiment vert. Évidemment, vous allez payer plus cher de 5 à 10 %, mais ça vaut vraiment la peine si vous désirez habiter là pendant de 5 à 10 ans. Ce qui est important dans un bâtiment vert, c'est de vraiment voir la certification. C'est surtout ça qui est très important, soit la certification de nouveau climat, LEED ou encore plusieurs autres. Ça va permettre d'authentifier, en fait, que votre bâtiment est réellement vert. L'asthme, c'est une maladie chronique qui affecte des enfants comme des adultes et qui est vraiment causée par l'inflammation des bronches. Et une inflammation, il y a des choses qui peuvent être des facteurs irritants ou des facteurs allergiques. Et quand on combine tout ça, on peut se ramasser avec une irritabilité des voies aériennes qui fait en sorte que dans les bronches, pas juste des tuyaux passifs, mais il y a des muscles là-dedans. Et à un moment donné, les muscles vont vouloir se resserrer pour empêcher l'air de passer parce qu'il y a comme trop de cochonneries, trop de polluants là-dedans. Et ça fait en sorte qu'on fait une respiration sifflante, on tousse, on a la sensation d'étouffer, puis on devient essoufflé facilement. Le diagnostic d'asthme est posé surtout en physiologie respiratoire. Il y a une machine de spirométrie qui va prendre des volumes pulmonaires. On va faire une espèce de provocation des bronches, une substance qui s'appelle la métacholine, et on va voir si la bronche se contracte ou pas une fois qu'elle est en contact avec cette substance-là. Alors, c'est un test qui est vraiment très couramment employé partout. Le pneumologue fait ça facilement, les inhalothérapeutes ont tout ce qu'il faut pour faire ça. Votre médecin de famille peut même vous avoir une petite machine qui mesure votre peak flow, votre débit expiratoire en 1 seconde. Et ça c'est un bon marqueur à savoir si on est capable d'expirer l'air dans des temps qui sont acceptables. Parce que quand on est en crise d'asthme ou quand on a ce qu'on appelle un bronchospasme, avec la respiration sifflante et la difficulté à respirer, on n'est pas capable d'évacuer l'air aussi vite qu'une personne qui est en santé. L'asthme en tant que tel, c'est vraiment la bronchoconstriction. Donc, c'est la fermeture des voies aériennes. C'est parce qu'elles sont trop sensibles.
Et c'est important de voir qu'il y a des facteurs prédisposants à l'asthme aussi. Il y a un facteur héréditaire, les familles d'asthmatiques, les gens qui ont des allergies dans la famille aussi. Les enfants qui sont exposés, dont la mère fume, ou qui sont exposés à de la fumée secondaire, vont faire plus d'asthme. Il y a certaines catégories de travailleurs qui sont exposés à des polluants, souvent des polluants qui sont dans l'air, et eux aussi vont faire de l'asthme. Ça ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. Parfois, il y a des formes d'asthme infantile. En vieillissant, on va devenir de moins en moins asthmatique. Mais ce qui est important, surtout, c'est de déterminer à quoi. Est-ce que je suis allergique à quelque chose? Beaucoup de gens sont allergiques au pollen, dépendant du type de pollen. Beaucoup de gens sont allergiques à la poussière, aux acariens, aux excréments d'acariens. Les acariens, vous savez, c'est des petits, c'est un peu dégueulasse, mais des petits insectes microscopiques qui logent dans les oreillers, dans les matelas, dans les moquettes, dans la literie. Alors, c'est des petits insectes qui se nourrissent de nos peaux mortes. Alors, il y en a un petit peu partout, mais il y en a des gens qui sont allergiques et d'autres pas. On peut être aussi allergique à certaines formes de moisissures. On a des maisons, des fois, hermétiques, qui peuvent avoir des problèmes d'humidité. Il y a des moisissures qui font en sorte que les gens sont allergiques à ça. La fumée, évidemment, la cigarette. C'est toutes des choses qui font en sorte que les gens vont faire des crises d'asthme ou pas. Il faut penser que l'asthme, c'est un peu comme un verre d'eau qu'on remplit. Il y a l'environnement, il y a la pollution, il y a la poussière, il y a peut-être des choses auxquelles on est allergique. Puis vient là-dessus un petit rhume banal, puis tout à coup, le verre déborde. C'est ça, la crise d'asthme. La bronche, elle n'en peut plus. Elle a perdu sa capacité là, de rester ouverte, puis à un moment donné, elle se referme, le corps n'en peut plus, il dit « je ne peux plus respirer toutes ces cochonneries-là ». On a des très bons traitements pour l'asthme. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des traitements d'urgence, comme la pompe bleue, puis il y a des traitements comme pour contrôler les symptômes à plus long terme. La pompe bleue, là, si vous regardez le salbutamol ou le Ventolin, si vous voyez ce qui sort de là, c'est une poudre blanche. Si je fais ça, j'exagère un peu, mais la poudre est toute sortie de ma bouche, est rendue dans mon palais, sur ma langue, et pas rendue dans les poumons, là où elle devrait être. Alors, il faut vraiment, pour que ce soit efficace, rajouter une aérochambre. Et là, je respire à peu près 8 fois. La poudre s'est mélangée à l'air là-dedans, puis en respirant, tout va rentrer beaucoup plus profondément dans mes poumons. Ça, c'est donc mon médicament d'urgence. Si je suis rendu à le prendre plus que 3-4 fois par semaine, il y a un problème. Mon asthme est mal contrôlé. Si je suis rendu à me réveiller la nuit en étouffant, en ayant des symptômes d'asthme plus qu'une fois par semaine, mon asthme est mal contrôlé. Et c'est là où le traitement est important, le traitement plus à long terme. Ça ici, la pompe orange, c'est une cortisone. La cortisone, on en a naturellement dans notre corps, on en fabrique, c'est un anti-inflammatoire naturel. Ici, en pompe, même principe. Vous allez prendre votre pompe ici, vous allez connecter ça sur l'aérochambre et ça, vous allez prendre ça régulièrement pour enlever de l'inflammation au niveau des bronches. J'ai parlé tantôt que les bronches étaient irritées, enflammées. Ça va aider à calmer l'inflammation parce que c'est un anti-inflammatoire. Il y a un autre type de médicament qui est un bronchodilatateur, mais à action prolongée. Une petite machine comme ça, intéressante. On dirait une petite caméra, on fait clic-clic, il y a un compteur de dose. On respire dedans. La façon que la machine est faite, en respirant, la poudre va se rendre dans nos poumons. Puis c'est une très bonne façon de prendre le médicament. Si on fait une crise d'asthme, là, je vais vous montrer différentes aérochambres. Ça, c'est l'aérochambre pédiatrique. Ça, c'est pour les enfants. Vous voyez que l'enfant, même s'il pleure, il se débat, il ne coopère pas. Le fait qu'il pleure, il respire. À chaque respiration, si la poudre est dedans, il va prendre le médicament parce que ça couvre sa bouche et son nez. Donc, ça marche très, très bien pour les enfants. Pour les adultes, j'en ai parlé. Ne prenez pas la pompe toute seule. Prenez l'aérochambre avec. C'est très, très important. À l'hôpital, les gens viennent pour des traitements en nébulisateur, les masques. On est en train de les éliminer presque complètement parce que ça, avec votre pompe, c'est encore plus efficace que le masque avec nébulisateur. Si vous l'employez comme il faut à la maison et vous contrôlez votre environnement, arrêtez de fumer, ce que j'ai dit tantôt, les pollens, l'humidité, les moisissures, les acariens, etc., vous allez réussir à beaucoup plus contrôler votre maladie. Dans une crise d'asthme, ça, c'est très utile, comme je l'ai dit, et la cortisone en pilule. Si on fait une crise d'asthme, on est rendu à l'hôpital, on va vous donner une pilule de cortisone. C'est juste pour quelques jours, ça peut être pour 8 jours, 10 jours, 2 semaines. Il ne faut pas avoir peur de ça. On fabrique la cortisone naturellement. Quand on prend la cortisone juste pour des courtes périodes, ce n'est pas dangereux et ça va vous aider à beaucoup mieux contrôler la maladie puis calmer cet épisode.